Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, chers étudiants, chers publics extérieurs, toujours aussi nombreux et fidèles pour cette troisième rencontre, ce troisième temps fort de notre Printemps des Arts. Merci d'être avec nous sur ce beau campus des Carmes de l'Institut catholique de Paris et merci d'être présents aussi, toujours de plus en plus nombreux, derrière vos écrans via la technologie. Alors ce succès évident, constant, j'ai peut-être même envie de dire grandissant de ces rencontres relève évidemment de votre curiosité intellectuelle, de votre soif d'apprendre et de découvrir, mais ce succès tient aussi à la qualité et à l'amitié de nos invités. Et donc ce soir, Laura de Fuchet et moi-même sommes vraiment ravis et heureuses de recevoir Monsieur Vincent Dieulevin, du musée du Louvre, du département des peintures du musée du Louvre. Avec lui, nous allons donc voyager. La dernière fois, c'était avec Titien en Vénétie. Nous allons voyager un petit peu plus loin dans le temps en nous intéressant donc à cette figure connue, méconnue à redécouvrir, qui est donc Léonard de Vinci. Je vous rappelle aussi que notre dernière rencontre aura lieu le mercredi 24 avril, donc d'ici quelques semaines. Et cette fois-ci, nous ferons un bond en avant, puisque nous irons dans les années 30. Nous irons à Boulogne-Billancourt avec donc Benjamin Couillot qui nous présentera les musées des années 30. Je vous remercie. Merci encore d'être là. Et je laisse donc la parole à ma collègue Laura Desfuchers. Bonsoir à tous. On a le plaisir et l'honneur d'accueillir ici ce soir Monsieur Vincent Dieulevin, qui est conservateur au département des peintures du musée du Louvre depuis 2006 et qui est notamment un grand spécialiste de la peinture italienne, notamment de la Renaissance, qui nous tient beaucoup à cœur. À cette période, il a consacré un nombre très important d'ouvrages. Il a été également commissaire d'expositions que vous avez sûrement fréquentées au musée du Louvre, notamment l'exposition monographique de Léonard de Vinci en 2019, celle sur les dernières années de Raphaël, toujours au musée du Louvre, évidemment, puis peut-être un peu plus loin dans le temps, l'exposition consacrée aux rivalités à Venise en 2009, Titien, Tintoret et Véronèse. Donc aujourd'hui, il va nous présenter l'un des aspects de son travail et surtout l'un des sujets qui lui tient peut-être au plus à cœur aussi, donc l'œuvre de Léonard de Vinci en lien avec l'actualité peut-être de la recherche et du musée. Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis très heureux d'être ici et d'ailleurs je remercie l'Institut catholique de Paris de l'invitation et je remercie particulièrement Laura Desfuchers que j'ai connue il y a maintenant longtemps. En arrivant justement au département des peintures en 2006, on a eu la chance d'être collègues pendant quelques temps et de conserver une amitié qui dure. Alors ce soir, je vous propose un petit peu de partager l'expérience que j'ai eue et la chance que j'ai eue de vivre un peu, je pourrais dire presque vivre, avec Léonard de Vinci depuis 2006. Je suis arrivé au musée du Louvre en 2006, ça fait déjà 18 ans. Ça file, et en même temps c'est peu pour approcher un maître comme Léonard. En 18 ans, j'ai eu la chance de peu à peu me familiariser avec cette personnalité et aussi avec les documents, les ouvrages qui sont consacrés à cette personnalité, essayer de comprendre comment on peut connaître Léonard de Vinci, comment on peut s'approcher le plus de la véritable personnalité et de l'artiste. Alors sur Léonard de Vinci, et ça c'est mon souvenir quand je suis arrivé au département des peintures, il existe une littérature absolument considérable, on pourrait même dire monstrueuse. C'est sans doute l'un des artistes sur lequel on a le plus écrit. Très rapidement, d'ailleurs je vais vous montrer tout de suite ce que vous voyez à gauche, les rimes de Bernardo Bellincioni qui constitue le premier ouvrage imprimé évoquant Léonard de Vinci. Cela se passe en 1493 et c'est le point de départ d'une longue histoire d'ouvrages, d'écrits sur cet artiste qui très rapidement a été très apprécié, reconnu comme l'un des plus importants maîtres de la Renaissance en Italie et sur lequel donc on a cessé d'écrire. Cette soif de connaissance et ce nombre d'écrits est tel qu'on le voit d'année en année, grossissent les publications sur l'artiste. Et très rapidement, les historiens et les historiens de l'art vont avoir le besoin d'essayer de dominer cette connaissance et de se repérer dans cette espèce de magma, cet ensemble considérable d'écrits consacrés à Léonard de Vinci.
Et dès les années au début du XXe siècle, une personnalité comme Ettore Verga a eu le besoin, pour le bien de la communauté des spécialistes de Léonard, de rédiger cette grande bibliographie vincienne répertoriant tous les écrits sur Léonard de Vinci depuis 1493. Donc vous voyez, c'est un ouvrage déjà considérable, 800 pages, dans lequel sont listés 2900 ouvrages. On se projette dans le temps, 1990, vous voyez désormais Mauro Guerini qui fait le même exercice, un exercice considérable de recensement de tout ce qui a été écrit sur Léonard de Vinci. Et vous voyez combien on est désormais sur des proportions encore plus importantes, 2210 pages, c'est 3 volumes, avec 6190 publications. Alors depuis, on a la chance d'avoir la ville de Vinci, qui, avec sa bibliothèque léonardienne, la Bibliotheca Leonardiana, eh bien, tient à jour ces grands ouvrages de ses prédécesseurs et donc recense tous les écrits qui ont été écrits sur Léonard de Vinci. On arrive à plus de 10 000 références, ce qui est absolument considérable. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le rêve qui a été le mien de vouloir tout lire sur l'artiste est pratiquement impossible, puisqu'évidemment, on ne peut pas se consacrer 100% non plus de sa vie à Léonard de Vinci. J'ai la chance d'être conservateur aussi du XVIe siècle italien. J'ai aussi les Raphaël, Titien, de petits artistes sur lesquels on n'a presque pas écrit. Bref, vous imaginez que voilà, je n'ai pas pu tout lire. Néanmoins, ça vous donne des proportions de cet impressionnant ensemble de publications. Alors, lorsqu'on s'intéresse à Léonard, bien évidemment, et lorsque je suis arrivé en 2006 au musée du Louvre, j'ai évidemment voulu connaître les documents d'archives, ce qui nous permet vraiment de documenter, de connaître la vie de Léonard en elle-même, et non plus tous les écrits qui ont été écrits après sa mort. Alors là aussi, on a quand même la chance de travailler aujourd'hui dans la continuité de travaux remarquables qu'ont fait nos prédécesseurs, historiens, archivistes, historiens de l'art. Léonard a fasciné tout au long des siècles, depuis sa mort, et dès la fin du XVIIIe siècle, de grands historiens ont cherché à retrouver dans les fonds d'archives des traces, des documents sur sa vie. Tout au long du XIXe siècle, on voit combien ils ont fouillé à Florence, où Léonard avait vécu de nombreuses années, à Milan aussi, et dans tous les fonds d'archives où potentiellement on pouvait trouver des traces de sa vie, ils ont fouillé tous les documents, ils en ont retrouvé un grand nombre, et grâce à cela, ont publié des sortes de grandes synthèses. Au début du XXe siècle, cette synthèse de Luca Beltrami, que vous voyez à gauche, La vie et les œuvres de Léonard de Vinci, qui est vraiment la première grande monographie documentée sur Léonard de Vinci, avec tous les documents cités. Et puis, plus récent, en 1999, Edoardo Villata, qui a rassemblé dans un ouvrage tous les documents connus sur la vie de Léonard, qui nous permettent vraiment d'avoir une connaissance précise de la vie de Léonard de Vinci. Des documents d'archives sur lesquels on ne peut construire une pensée, une réflexion sur l'artiste. Alors évidemment, ce travail est considérable. Ça fait depuis la fin du XVIIIe siècle que des historiens, des générations d'historiens se sont succédés et ont fouillé pratiquement tous les fonds d'archives. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour un historien, eh bien, je dirais qu'il est difficile d'imaginer, trouver de nouveaux documents d'archives concernant Léonard de Vinci. Il faut bien, très certainement, il y en aura d'autres, il y aura des découvertes, mais ce seront des découvertes fortuites. Et si l'on fait un travail justement depuis 1999, la date de publication de ce dernier ouvrage, depuis 1999, en fait, c'est-à-dire en 25 ans, très peu de documents nouveaux ont été découverts sur Léonard de Vinci. Alors, il y en a quand même certains, et justement là, ce sont, comme je vous disais, des cas, c'est le hasard, le heureux hasard, notamment dans la bibliothèque d'Heidelberg. Le collègue et le conservateur en charge de la bibliothèque des livres, des incunables de la bibliothèque d'Heidelberg, en faisant le catalogue, en recensant tous les incunables de la bibliothèque et en faisant le catalogue, a découvert un ouvrage très intéressant qui sont les lettres familières de Cicéron, donc ce personnage de l'Antiquité, ouvrage qui appartenait à un homme de la Renaissance florentine, un certain Agostino Vespucci. Vespucci n'était pas n'importe qui, c'était le secrétaire de Machiavel, le grand Machiavel, qui était à cette époque-là, on pourrait dire, une sorte de ministre des Affaires étrangères de la République de Florence. Et Vespucci, le soir, au lieu de regarder les réseaux sociaux comme nous, ou la télévision, lisait de grands ouvrages, notamment Cicéron, et annotait le texte de Cicéron, vous voyez dans la marge de cet ouvrage, et en faisant des comparaisons entre la vie de Cicéron à l'Antiquité et sa vie
au temps présent. Et en lisant Cicéron, il lit l'histoire du grand peintre de l'Antiquité, Apelle, le célébrissime Apelle, c'est le plus grand peintre de l'Antiquité, qui avait laissé à sa mort une merveilleuse peinture de Vénus inachevée. Mais elle était tellement merveilleusement inachevée, le visage était tellement accompli et beau qu'on l'avait laissé inachevé. En lisant ce passage, Agostino Vespucci, qui connaissait très bien Léonard, note dans la marge « Ainsi fait Léonard de Vinci dans toutes ses peintures, comme dans le portrait de Lisa del Giocondo et celui d'Anne, mère de la Vierge. Nous verrons ce qu'il fera dans la salle du Grand Conseil. » Et il a eu la bonne idée de dater cette note octobre 1503. Alors ça peut vous paraître modeste, mais en réalité c'est très important comme découverte. Ce fut une découverte très importante, car d'abord c'était le témoignage d'un contemporain de l'existence d'un portrait de Lisa del Giocondo. Une façon de nous donner davantage de crédit à l'hypothèse qu'il voyait dans le portrait que vous voyez ici, le portrait de la Joconde, l'hypothèse d'y voir le portrait de Lisa del Giocondo, une femme florentine qui avait vécu au début du XVIe siècle. Donc ça apportait un nouveau crédit à cette hypothèse qui normalement ne devrait pas poser de problème. Autre chose tout aussi importante, c'est pour la Sainte-Anne. La Sainte-Anne, les historiens, pour des raisons stylistiques, imaginaient que Léonard avait peint ce tableau très tard dans sa vie, vers la fin de sa vie, au moment où il s'était réinstallé à Milan, vers 1510-1513. Or là, grâce à ce document, on comprenait qu'en réalité, Léonard avait commencé très tôt à peindre ce tableau dès 1503. Et qu'en fait, ce qui l'avait inquiété durant de nombreuses années, c'était l'exécution picturale. Il avait passé l'essentiel de son temps sur ce tableau en réfléchissant à des problèmes de peinture. Peindre l'œuvre absolument parfaite, mais avait très rapidement réglé le problème de sa composition. Donc pour nous historiens, et pour moi qui suis conservateur des tableaux Léonard de Vinci, je sais que ce n'est pas en farfouillant des fonds d'archives que je trouverai des documents sur Léonard. Ça sera très difficile d'en trouver de nouveaux. Ce seront très certainement des découvertes liées à un heureux hasard. Alors néanmoins, il nous reste un bon vieux travail que font les historiens de l'art, qui est celui du connoisseurship. Qu'est-ce que c'est que le connoisseurship ? Eh bien, c'est une science, c'est une méthode de travail pour les historiens de l'art. C'est comparer, observer, analyser les œuvres d'art, comparer leurs techniques, leurs matières, leurs manières, préciser le style de ces tableaux et par le biais de comparaison, établir le corpus certain d'un artiste, le différencier de ses élèves, de ses suiveurs, de ses épigones, etc., etc. Ce travail de connoisseurship, il a été développé essentiellement à la fin du XIXe siècle, à partir des années 1870 et 1880. Et très rapidement, les historiens de l'art se sont passionnés pour le cas Léonard. Car Léonard, on connaissait de lui très peu, a priori, très peu de tableaux. Mais on héritait d'une littérature, de la littérature du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle, de centaines de tableaux qui lui étaient attribués. Quand on lisait les archives anciennes, quand on lisait les catalogues de musées, des centaines, voire même des milliers de tableaux étaient attribués à Léonard. Mais quand on les observait de près, les historiens à la fin du XIXe siècle se rendaient compte que c'était pas cohérent. Beaucoup de tableaux n'allaient pas ensemble, c'était pas les mêmes artistes, le même artiste qui avait peint tous ces tableaux. D'où la nécessité de faire ce travail de connoisseurship, d'analyse du style de l'œuvre, et peu à peu de réduire le catalogue de l'œuvre de Léonard. Alors on est passé, ça a été drastique avec Léonard de Vinci. Si on lit donc comme je le disais, toutes les inventaires de collections, certains catalogues, on arrive à un corpus de plusieurs centaines de tableaux attribués à Léonard de Vinci. Avec ce travail de connoisseurship développé à la fin du XIXe siècle, on a réduit jusqu'à avoir pratiquement une vingtaine de tableaux, très peu de tableaux. Ce qui nous a permis de comprendre d'ailleurs, pour nous historiens de l'art, que Léonard avait plutôt développé une approche de la peinture assez expérimentale par rapport à ses collègues qui avaient une approche plutôt je ne vais pas dire de production en série, mais en tout cas qui étaient à la tête d'ateliers, qui devaient peindre, qui devaient gagner de l'argent et qui donc ont peint un grand nombre de tableaux, des dizaines, voire plutôt des centaines. Léonard, lui, avait préféré développer une méthode de travail différente, peindre peu de tableaux, mais des tableaux absolument parfaits, prodigieux par leur technique picturale. Alors ce travail de connoisseurship, ce long travail de connoisseurship explique pourquoi aujourd'hui, toujours en 2019, nous sommes héritiers de son long travail qui s'est développé au cours des siècles et qui explique pourquoi un grand nombre de tableaux qui aujourd'hui sont acceptés avec un certain consensus ont mis en fait des décennies à être acceptés. Les premiers tableaux de Léonard de Vinci, par exemple, ce qu'on considère comme ses plus anciennes créations, l'Annonciation du musée des Offices, la Madone à l'œillet du musée de Munich,
ou le tableau qui est à la National Gallery de Washington, le portrait de Ginevra dei Benci, des tableaux qui datent des années 1470. Alors je rappelle pour certains d'entre vous, Léonard est né à Florence en 1452, il commence à travailler en 1470, il meurt en 1519. Donc vous voyez, il a une carrière qui commence en 1470, 1519, environ 49 années d'activité picturale et production très réduite, 20 tableaux. 20 tableaux en 49 ans, c'est pratiquement rien pour un artiste de la Renaissance, hein, il faut bien en être conscient. Au début du XXe siècle, fin du XIXe siècle, comment imaginer que le peintre de la Joconde, cette femme si agréable, ce sourire absolument merveilleux, cette technique picturale si extraordinaire, où les transitions de l'ombre à la lumière semblent représentées d'une façon prodigieuse, hein, on a vraiment des dégradés absolument d'une subtilité très rare, comment imaginer que des tableaux aussi retenus dans le mouvement physique, dans leur expression psychologique, puissent être du peintre de la Joconde? C'était très difficile à accepter et il a fallu 50-60 ans avant que ces 3 tableaux soient acceptés comme les premières œuvres de Léonard de Vinci. Et toujours aujourd'hui, je dirais, il y a beaucoup de débats sur les débuts de la carrière de Léonard de Vinci. On a pu le constater pour ceux qui ont visité les dernières expositions consacrées à Léonard de Vinci ou à son maître, Andrea del Verrocchio, qui était le plus grand sculpteur des années 1460, 70, 80 à Florence, le maître de Léonard de Vinci. En 2019, 2 expositions ont été rendues en hommage de ce Verrocchio, de ce grand maître, à Florence et à Washington. Et puis, il y a eu des expositions, un grand nombre d'expositions pour célébrer les 500 ans de la mort de Léonard en 2019, notamment des expositions à Yale aux États-Unis, le 3e image que vous voyez ici. Et je me suis permis d'y insérer aussi le catalogue, dont je suis l'un des auteurs, hein, l'exposition qui a eu lieu au Louvre en 2019-2020. En parcourant ces 4 ouvrages, vous comprendrez combien les avis sont encore divergents sur la jeunesse de Léonard et sur ses réalisations, hein. Tout ça est lié bien sûr aussi au problème de notre conscience, de notre compréhension de l'œuvre de Verrocchio. La difficulté, c'est comment cerner la personnalité d'un jeune artiste. Un jeune artiste, par définition, est en train de se former. Il absorbe ce qu'il voit de ses contemporains, de son maître, d'autres maîtres. D'ailleurs, Léonard a beaucoup apprécié la peinture flamande, qui était très collectionnée en Italie. Il a observé des œuvres des grands maîtres flamands, Van Eyck, Memling. Il a aussi observé d'autres artistes florentins, pas seulement Verrocchio, mais les Pollaiolo, tous les grands maîtres, Donatello aussi, le grand sculpteur. Donc, il s'est nourri de toutes ces influences et il a essayé peu à peu de trouver son propre style. Mais bien évidemment, il est difficile de pouvoir bien comprendre ce style puisque c'est un style en formation dans ces années 1470-1480. Et évidemment, pour pouvoir bien définir ce style de jeunesse, il est mieux de comprendre aussi le style de son maître Verrocchio. Or, le Verrocchio peintre est encore aujourd'hui un grand débat, un grand sujet de débat parmi les spécialistes. Il faut dire qu'on a un grand problème, c'est qu'on a très peu de sources d'archives. Un seul tableau, celui que vous voyez ici, un tableau qui se trouve à Pistoia, qu'on appelle la Madonna di Piazza, une grande vierge à l'enfant avec Saint Jean-Baptiste et Saint Donat. Cette grande vierge, ce grand tableau d'autel, est le seul documenté. On a un document qui nous dit qu'il est de Verrocchio. Mais depuis qu'on fait de l'histoire de l'art et qu'on fait du connoisseurship, et depuis même Vasari, depuis donc le XVIe siècle, le grand historien de l'art Vasari, qui est le premier à en avoir parlé, on attribue ce tableau non pas à Verrocchio, mais à son élève Lorenzo di Credi. En fait, on sait que Verrocchio était un immense sculpteur, il a une réputation de très grand sculpteur, il s'est mis à la peinture dans un second temps, il s'est entouré de brillants élèves, de brillants dans son atelier, qui ont été d'excellents peintres. Des personnalités comme Léonard de Vinci, comme Lorenzo di Credi, comme Botticelli, que vous connaissez peut-être davantage, ou comme un certain Ghirlandaio, qui est lui aussi extrêmement célèbre. Donc des personnalités qui ont été avant tout des peintres. Et aujourd'hui, les historiens de l'art hésitent à voir en Verrocchio un génial sculpteur qui, n'étant pas très bon en peinture, se serait entouré de brillants élèves spécialiste en peinture, ou alors un très célèbre, un bon peintre aussi, aussi bon peintre que sculpteur, qui aurait formé une très brillante génération de peintres qui va dominer dans les années 1480-1490. Bref, tout ça pour vous dire que malheureusement, faute de documents d'archives, eh bien aujourd'hui la plupart du petit corpus qui a été rassemblé autour de la personnalité de Verrocchio continue à être extrêmement débattu. Le seul tableau documenté attribué à l'un de ses élèves, Lorenzo di Credi. Les autres tableaux dont nous parle le premier historien de l'art, Giorgio Vasari, au milieu du XVIe siècle, le tableau que vous voyez ici et l'autre tableau, seraient eux aussi des tableaux en grande partie peints par son atelier. Bref, aujourd'hui, tout ça pour vous dire, pour résumer un petit peu l'état de la connaissance, aujourd'hui nous sommes à un point où finalement les historiens de l'art ont réussi, sont parvenus à recréer autour de Verrocchio un tout petit corpus de tableaux, une petite dizaine de tableaux, donc très peu, divisés en deux sous-groupes. Une première partie des tableaux que vous
voyez ici, hein, le baptême du Christ, auquel a participé, ça on le sait à peu près, Léonard de Vinci, qui aurait peint l'ange qui est à gauche, et ces autres tableaux que vous voyez ici rassemblés, qui présentent une manière des transitions de l'ombre à la lumière assez brutale, une manière un petit peu comme un sculpteur pourrait peindre, et qui constitue un corpus assez, je dirais, cohérent. Puis un deuxième corpus de tableaux beaucoup plus raffinés dans leur facture, hein. Les transitions de l'ombre à la lumière sont plus soignées, il y a un sens de l'ornement, hein, et une richesse décorative qui est assez différente des précédents tableaux. Certains y voient les chefs-d'œuvre de Verrocchio, vraiment qui en ferait un peintre éminent des années 1470. D'autres, au contraire, et d'aussi éminents historiens, hein, de l'art, y voient des œuvres d'atelier imaginées, dont la composition aurait été imaginée par Andrea del Verrocchio, mais dont l'exécution aurait été faite en partie par ses élèves, notamment Pérugin, Lorenzo di Credi, voire Léonard de Vinci. Alors justement, pour en revenir à notre Léonard qui nous réunit ce soir, tous les spécialistes ont essayé de scruter tous ces tableaux mis sous l'étiquette d'Andrea del Verrocchio, des tableaux manifestement peints dans l'atmosphère d'atelier, hein, où Verrocchio imagine des compositions, les met en partie en exécution, mais laisse ses élèves aussi y participer. Et les historiens de l'art les ont scrutés pour essayer d'y trouver des traces du pinceau de Léonard de Vinci. Et alors il était assez amusant de constater qu'il y a une tendance, hein, de la plupart des historiens de l'art à vouloir toujours reconnaître dans les parties, je veux dire, les plus naturalistes, où l'imitation de la nature va être absolument parfaite. Ou alors, là où il y a une grande rigueur de la construction, par exemple la Vierge que vous voyez tout à fait à droite, hein, cette rigueur de la construction, de la perspective, partout où c'est parfait, on va dire, ça ne peut être que, bien sûr, que Léonard de Vinci, ce qui est quand même assez dur pour ses collègues d'atelier, si on a, quand on regarde les œuvres de Botticelli, de Ghirlandaio, et surtout aussi, quand on regarde les œuvres, la qualité du travail de Verrocchio, on se dit qu'ils sont tout autant capables que Léonard de représenter d'une façon parfaite la nature. Alors, ce soir, pour parler un petit peu plus d'actualité, j'avais décidé de me consacrer davantage à cette grande commande, justement, qui a été passée à Verrocchio. Vous revoyez la Madonna di Piazza. Je vous en parle parce qu'on a eu la chance d'avoir une actualité au musée du Louvre, et peut-être que certains d'entre vous n'ont toujours pas vu ces tableaux revenus dans les salles du musée du Louvre. Alors, cette grande Madone était conservée, est d'ailleurs toujours conservée dans la cathédrale de Pistoia, près de Florence, et anciennement, il s'y trouvait ce qu'on appelle une prédelle, des petits panneaux, vous voyez ici, hein, avec des scènes de vie de la Vierge, l'Annonciation, une scène de la vie de Saint Donat d'Arezzo, que vous voyez en bas, et une scène de la vie de Saint Jean-Baptiste qui est représentée dans la partie supérieure. Cette composition, donc, dont on sait par les documents d'archives qu'elle est de Verrocchio, en a été le concepteur, hein, mais peut-être Lorenzo di Credi, dans l'essentiel, celui qui a exécuté les panneaux. Eh bien, cette composition a été au centre de l'attention car très récemment, nous sommes parvenus à retrouver le dernier panneau manquant, hein, celui qui est tout à fait en bas à gauche, que l'on recherchait depuis une centaine d'années. Et par une très grande chance, en recevant une photographie d'un collectionneur parisien, en 2020, eh bien, j'ai reçu la photo de ce tableau-là et immédiatement, parce qu'on recherchait depuis bien longtemps, depuis plus de 100 ans, moi aussi, j'espérais un jour retrouver ce petit panneau, les proportions, les dimensions du panneau et l'iconographie. On savait qu'on cherchait un épisode de la vie de Saint Jean-Baptiste. Immédiatement, on a pu reconnaître qu'il s'agissait du panneau manquant et ce nous a permis de nous lancer d'ailleurs dans la restauration du panneau, du nouveau panneau du Louvre et du panneau que nous possédons d'ailleurs déjà, hein, l'Annonciation du musée du Louvre. Un tableau qui anciennement a été acquis par le musée du Louvre et qui était qui était considéré comme une œuvre de Léonard de Vinci. Justement, dans ce tableau qu'on trouvait tellement beau, tellement bien représenté, on imaginait que c'était l'un des chefs-d'œuvre de jeunesse de Léonard de Vinci. Justement, grâce à la restauration, grâce à l'étude scientifique, hein, j'y reviendrai, eh bien, lorsqu'on a avancé, j'avance un petit peu, lorsqu'on a pu, nettoyer ces panneaux, on a pu mieux les comparer avec les œuvres autographes de Léonard de Vinci, sur lesquelles il y a un vrai consensus, et je vous montre ici des détails de la façon dont sont construits les drapés. Hein. On voit combien dans la partie haute, ce sont deux détails de tableaux de Léonard de Vinci, la Madone à l'œillet et la Vierge Rocher. Dans la partie basse, c'est la petite Annonciation qui provient donc de cette Madonna di Piazza, puis l'Annonciation du Louvre. Hein. Et observez combien, dans la partie supérieure, les deux détails de Léonard de Vinci, on voit combien il parvient à une tridimensionnalité absolument remarquable en intensifiant, hein, les contrastes de l'ombre à la lumière. Il y a des accents lumineux beaucoup plus forts, hein, sur les arêtes des vêtements, qui sont d'ailleurs plus aigus, et des dégradés plus complexes, hein, vers l'ombre, dégradés à la fois plus complexes, plus subtils, et avec des accidents dans ce jeu d'ombre et de lumière. Là où dans la partie basse, hein, les lumières sont déposées de façon
on pourrait dire plus uniforme, sur des ombres aussi moins différenciées et dégradées. Et du coup, il ressort de ce drapé dans la partie basse une impression, c'est tout à fait agréable, mais davantage de mollesse, de douceur qui est très séduisante, mais qui est privée de ce relief sculptural propre à Léonard de Vinci. Ce qui nous permet, vous voyez, grâce à cette restauration, de pouvoir davantage dire que cette grande Madonna di Piazza peut être imaginée, conçue dans le dessin par Verrocchio, a été effectivement très largement peinte par son élève, très brillant par ailleurs, Lorenzo di Credi, à qui il faut désormais attribuer plusieurs des tableaux anciennement considérés comme du jeune Léonard, l'Annonciation du Louvre, les autres petits panneaux qui complètent cette prédelle, et aussi un tableau qui, là aussi, dans la littérature, toujours aujourd'hui, est discuté entre Léonard et Lorenzo di Credi, ce petit tableau qui est à la National Gallery de Washington, qu'on appelle la Madone Dreyfus, qui elle aussi présente, lorsqu'on analyse de près, le même travail stylistique que le grand panneau de la Madonna di Piazza. Ce qui nous permet, vous voyez, par ce travail de connoisseurship, d'appuyer l'attribution de ces panneaux à la jeunesse de Lorenzo di Credi et pas de Léonard de Vinci. Alors les débats, malgré tout, même si on avance et si je dirais avec le temps, les idées deviennent de plus en plus claires, néanmoins, on voit combien on est face de temps en temps à une impasse de cette méthode du connoisseurship, de cette comparaison des œuvres, la comparaison stylistique des œuvres. Et la plus belle illustration, c'est cet ensemble absolument remarquable d'études de drapés. Ce sont parmi les premiers de merveilleux exercices dans les ateliers de Florence dans les années 1460-70. Verrocchio et sans doute d'autres élèves comme Ghirlandaio, Lorenzo di Credi, Léonard, s'exerçaient à partir de médaillons sculptés, s'exerçaient à les retranscrire sur des toiles et à peindre toutes ces valeurs de l'ombre à la lumière. On en conserve aujourd'hui 16 et depuis qu'elles ont été rassemblées, alors elles ont été rassemblées pour la première fois en 1989 au musée du Louvre. À cette époque-là, on les avait considérées dans leur bloc, dans leur intégralité, comme de Léonard de Vinci. Mais depuis, on voit combien les historiens de l'art se déchirent et chaque spécialiste s'intéressant à ce fond, proposant ses propres groupements, celles qu'on doit donner à Verrocchio, celles qu'on doit donner à Léonard de Vinci, celles qu'on doit donner à Ghirlandaio, celles qu'on doit donner à d'autres artistes plus ou moins identifiés de l'atelier de Verrocchio. Et il est vrai que force est de constater qu'il y a une grande différence entre celles, comme celle qui est à gauche, qui sont extrêmement accomplies dans les transitions de l'ombre à la lumière, dans les dégradés des valeurs, alors que, vous voyez, celle qui est à droite propose des lumières beaucoup plus uniformes, notamment sur les arêtes des vêtements, et des dégradés vers l'ombre beaucoup moins convaincants. On a un effet beaucoup plus plat à droite, beaucoup plus tridimensionnel dans la draperie de gauche. Mais qu'en conclure, on pourrait imaginer que celle qui est à droite serait un des premiers exercices de Léonard qui commencerait tout jeune à s'exercer à cette technique et à cet exercice d'ombre et de lumière et qui, quelques années plus tard, parvient à ce degré extraordinaire d'achèvement. Mais on peut tout aussi imaginer qu'il s'agit d'exercices de main absolument différentes. On est là on le voit, face à une impasse et à des débats qui resteront, je le crois, encore très nombreux. Alors l'autre grand débat qui nous agite, nous, historiens de l'art, et c'est vraiment l'un des grands mystères, c'est celui de la production sculptée de Léonard de Vinci. Ça, c'est vraiment un vrai problème que l'on doit affronter, parce qu'on sait par les archives que Léonard a sculpté. Lui-même le dit, qu'il a autant pratiqué la peinture que la sculpture. Et puis on sait par un certain nombre de commandes qu'il a imaginé des sculptures, notamment de grands monuments équestres. Vous avez ici 3 projets pour les 3 monuments équestres qu'il a imaginés. Le duc Francesco Sforza à Milan, que vous voyez à gauche, un autre condottière au centre, et puis sans doute un projet pour François Ier, lorsque Léonard a vécu en France, à la cour de France, entre 1516 et 1519, un projet en l'honneur de François Ier. Donc on sait qu'il a sculpté. On a d'ailleurs imaginé pendant longtemps on a attribué à Léonard de Vinci cette sculpture équestre en lien avec ses projets de sculpture monumentale. Mais là encore, on s'est posé beaucoup de questions face à ce petit bronze que vous voyez qui est conservé à Budapest, dont malgré tout, l'observation de près, la qualité médiocre de la fonte, la déformation anatomique à la fois du cavalier et du cheval, et puis ce mouvement
excessif du cheval ne correspond absolument pas aux études beaucoup plus naturalistes de Léonard de Vinci, à ses dessins, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a abandonné un petit peu l'attribution à Léonard de Vinci, c'est récent, mais on l'abandonne de plus en plus, l'attribution de ce petit bronze. Alors néanmoins, les historiens de l'art, là aussi, ont essayé de traquer, notamment dans les œuvres de Verrocchio, ce qui pourrait être de la main de Léonard de Vinci. Et ces dernières années, on a vu refleurir, on pourrait dire, les propositions pour reconnaître notamment dans ce très beau relief qui a été réalisé par Verrocchio, cette décapitation de Saint Jean-Baptiste. Certains ont voulu voir dans le personnage qui est tout à fait à gauche, ce jeune soldat, ou celui qui a le turban sur la tête ici, un peu plus sur la droite, des réalisations du jeune Léonard. Là aussi, ça part du principe, la démonstration est de dire que le travail d'expression des visages, le relief obtenu dans les proportions, dans la construction des deux figures, est supérieur aux autres personnages de la scène et serait donc de Léonard de Vinci. Ce qui me semble, à mon sens, est une démonstration très faible parce que lorsqu'on analyse de près les œuvres de Verrocchio, elles sont d'une qualité et absolument renversante. Il suffit de regarder l'incrédulité de saint Thomas, qui est le chef-d'œuvre de Verrocchio, pour constater combien il a été un immense maître, quelqu'un qui est capable d'une véritable virtuosité et qu'il est difficile d'attribuer, de procéder, de penser que Léonard était meilleur que son maître Verrocchio. Alors je passe un peu plus rapidement parce que l'heure tourne toujours, je suis très bavard, évidemment ma passion pour Léonard m'y incite toujours. Mais là aussi, au musée du Louvre, sont exposés ces deux terres cuites, deux très beaux médaillons qui représentent des anges en plein vol, qui sont des esquisses pour un grand monument, le monument Fortegore, une grande commande qui avait été passée à justement Andrea del Verrocchio, le maître de Léonard de Vinci. Et là encore, depuis longtemps, depuis des décennies, les historiens trouve que l'ange que vous voyez à droite a un visage souriant. Le travail, le rendu des drapés de cet ange-là propose vraiment une tridimensionnalité plus imposante, plus impressionnante que celui de gauche, et que c'est tellement beau, là encore une fois, que ça ne peut être que de notre ami Léonard de Vinci. Là encore, pour ma part, je suis tout aussi peu séduit par cette démarche, cette façon de penser. Ça n'est pas impossible, bien évidemment, il faut rester à garder l'esprit ouvert, mais dans le domaine de la sculpture, je répète, mais Verrocchio s'est démontré tellement virtuose qu'il est difficile, là encore, d'attribuer au jeune Léonard l'exécution de cet ange. Alors, la dernière, je dirais, grande proposition qui a été faite, elle a été faite très récemment, en 2019. Elle a été reproposée en 2019 dans l'exposition qui a été consacrée à Verrocchio à Florence. Elle a été exposée cette petite Vierge à l'enfant, qui est plutôt d'une belle proportion. D'ailleurs, pour les curieux qui souhaiteraient en savoir davantage, elle est actuellement à Paris, à l'Hôtel de la Marine. Une exposition consacrée, je dirais, aux collections du Victorian Albert Museum de Londres. Un très beau choix d'œuvres du Victorian Albert sont en prêt à l'Hôtel de la Marine, et vous pourrez vous faire votre propre opinion sur cette très belle Madone Vierge à l'enfant en terre cuite. Et un grand spécialiste, Andrea De Marchi, son nom, pas Andrea De Marchi, mais son nom va me revenir, le spécialiste on va dire de la sculpture de la Renaissance, vous inquiétez pas, ça va me revenir, a proposé, Andrea De Marchi, c'était son collègue spécialiste de la peinture, ils ont fait ensemble le catalogue Verrocchio. Il a proposé de reconnaître dans cette Madone, ça avait été une proposition déjà ancienne, mais il a reproposé d'y voir le chef-d'œuvre du jeune Léonard de Vinci, une sculpture qui aurait été faite en 1472 dans l'atelier donc même de Verrocchio. Alors c'est évidemment, quand un immense spécialiste de ce renom propose ce genre de choses, on ne peut qu'y être attentif et regarder les choses de près. Alors moi qui ne suis que spécialiste de peinture, je dois, et puis après tout on est ensemble, on peut partager, je peux vous partager mes doutes, ce que je partage toujours aujourd'hui, que j'ai toujours aujourd'hui, et c'est vrai que lorsque j'ai revu cette Madone, j'ai toujours du mal à accepter l'attribution de cette terre cuite, tant pour ma part, je vois de différence entre ce qui serait la première sculpture de Léonard au tout début des années 70, lorsqu'on compare avec les peintures de ses peintures contemporaines, l'Annonciation, la Madone à l'œillet, on a dans ses œuvres peintes une grande retenue dans l'expression
et même dans les mouvements. Là où on a, dans cette Madone, des sourires extrêmement épanouis qui déforment même d'ailleurs les deux visages. De même, la physionomie de la Vierge et de l'enfant me semble assez différente des physionomies de Léonard de Vinci. La longueur des doigts, qui ont d'ailleurs des doigts allongés et qui se terminent pratiquement en pince, sont des choses aussi qu'on ne retrouve pas absolument dans les tableaux sûrs de Léonard de Vinci. Et si on compare le travail vous voyez, des drapés, si on compare le drapé de la Vierge avec la merveilleuse draperie de Léonard, ce qui est, tout le monde reconnaît comme de Léonard, cet grand exercice de draperie, elle me semble en tout cas beaucoup plus sèche, beaucoup plus dure dans ses constructions, moins en tridimensionnalité que les exercices picturaux de Léonard de Vinci. Bref, tout ça pour vous dire combien la question, le thème du Léonard sculpteur demeure un débat extrêmement discuté, complexe et qui n'a toujours pas de réponse définitive. Alors, autre domaine, je dirais, de connaissance qui nous excite beaucoup, nous, les historiens de l'art, c'est celle de pouvoir retrouver des dessins ou des manuscrits de Léonard de Vinci. Il est certain que doivent se cacher quelque part dans des peut-être des recueils de dessins, dans des bibliothèques aussi familiales, des éléments des carnets de Léonard de Vinci. Aujourd'hui, vous savez, on a la chance de conserver un immense ensemble de feuilles de Léonard de Vinci, environ 4100 feuilles de Léonard. C'est prodigieux pour un artiste de la Renaissance, mais très certainement, ça ne représente que la moitié de ce qu'il a écrit, de ce qu'il a rédigé tout au long de sa vie. On estime, je ne vous expliquerai pas comment ce soit, mais on estime, et d'une façon assez fiable, qu'il nous manque la moitié de ses écrits. Certaines feuilles ont été volées relativement récemment. À l'Institut de France, dans le manuscrit A conservé à l'Institut de France, l'ancien bibliothécaire, directeur de en tout cas inspecteur des bibliothèques, qui s'intéressait beaucoup à Léonard de Vinci, et qui a publié sur les ouvrages scientifiques de Léonard de Vinci, eh bien, malheureusement, dans les années 1840, ne s'est pas seulement contenté d'étudier les œuvres, mais aussi en a extrait un certain nombre de fascicules, et dans le manuscrit A, on sait qu'il nous manque toujours aujourd'hui le 5e fascicule du manuscrit A. À mon avis, il n'a pas disparu. Il est toujours, je ne sais pas chez qui, peut-être pas chez les descendants, il a pu les vendre. Il en avait piqué 3 fascicules, il en avait pris 3. 2 autres ont été retrouvés, mais il nous manque le 5e fascicule. Peut-être un jour, et je l'espère qu'on le connaîtra, on redécouvrira cet élément. Mais il est possible aussi que bien d'autres éléments, d'autres carnets perdus de Léonard, dont on a des preuves d'existence au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, ressurgissent un jour. De fait, vous savez que c'est en 2016, dans la collection particulière d'un collectionneur, quelqu'un qui avait hérité une collection de dessins, en France, on a retrouvé cette très belle feuille qui était attribuée à Michel-Ange. Alors, bon, c'était pas Michel-Ange, mais c'était pas mal non plus. C'était Léonard de Vinci. On en est absolument certain parce qu'on reconnaît le style de Léonard de Vinci, ce dessin, cette étude pour un Saint-Sébastien. Et de l'autre côté de ce dessin, sur le verso, on retrouve ce qui est un exercice préparatoire pour un passage du manuscrit C de l'Institut de France, un exercice d'optique. Donc on est absolument certain qu'il s'agit bien d'un dessin de Léonard de Vinci. C'est une découverte tout à fait remarquable parce qu'on savait que Léonard avait travaillé sur ce sujet de Saint-Sébastien. On connaissait 3 autres feuilles qui sont conservées dans des musées, mais celle qui a été découverte récemment est, vous voyez, la plus aboutie, avec un encadrement, et nous permet de nous projeter sur la composition que Léonard de Vinci aurait sans doute souhaité peindre. C'est en plus une feuille assez virtuose où Léonard, vous voyez, multiplie les études sur la partie basse du corps de Saint-Sébastien, ce qu'il va théoriser en appelant cette méthode de travail le componimento inculto, le dessin inculte, cette méthode qui dit de ne pas chercher une correction, pas immédiatement un dessin correct, mais de chercher plutôt de superposer les idées pour trouver le bon rythme de la composition la plus vivante. Alors voilà, beaucoup d'espoir, je dirais, dans le domaine des redécouvertes en termes de dessin. Dans le domaine de la peinture, là aussi, nous avons tous, spécialistes de Léonard de Vinci, de grands rêves, parce que nous savons, en ayant parcouru les carnets de Léonard de Vinci, ou grâce à notre connaissance des origines, nous savons que Léonard a conçu un certain nombre de compositions, mais dont nous ne connaissons pas les exécutions picturales. Léonard, dans ses carnets, dans une feuille chez le roi d'Angleterre, on connaît cette petite esquisse d'un ange de l'Annonciation qui tend le bras vers l'avant.
La composition existe. Est-ce qu'il y a eu un jour une exécution peinte? Peut-être, on ne le sait pas. De même, ce tableau mythologique de la Léda, qui représente Léda, il y en avait une version dans les collections royales françaises. Était-ce l'original? On ne sait pas. En tout cas, cette version a disparu à la fin du XVIIe siècle. Un jour, découvrira-t-on la vraie Léda ou un fragment de cette Léda? Peut-être. Léonard y a travaillé un grand nombre d'années. Nous avons des dessins préparatoires. Nous avons énormément de copies d'ateliers. C'est fort possible qu'il ait existé un prototype. Idem aussi pour ce grand dessin, vous voyez, qu'on appelle la Joconde nue, mais qui représente en fait, qui est une image de Vénus. Et là aussi, nous avons ce carton préparatoire un peu restauré, mais qui pourrait être l'original, qui est conservé au musée de Chantilly. Là aussi, peut-être un jour, c'est un rêve, hein, peut-être inutile, mais a-t-il existé un original de Léonard de Vinci? Alors ces dernières années, on a assisté à des redécouvertes, parfois, je dirais, très reprises par la presse. Donc évidemment, tout de suite, nous aussi, on s'est mis à rêver. Tiens, on a redécouvert une œuvre de Léonard de Vinci. Malheureusement, le buzz de la presse n'implique pas forcément une redécouverte véritablement intéressante. Et c'est pour ça que je vous amène toujours à être extrêmement mesuré lorsque vous verrez au journal télévisé, à la radio, vous entendrez parler de ce redécouverte. Par exemple, pour l'histoire d'Isabelle d'Este, au musée du Louvre, nous conservons le projet Léonard de Vinci pour ce très beau portrait de la marquise de Mantoue. Le carton préparatoire, ce grand dessin préparatoire au portrait que devait peindre Léonard de Vinci. Là aussi, par les archives, on avait l'impression que Léonard ne l'avait jamais peint. Mais finalement, pourquoi pas? Après tout, on ne sait pas tout. Ces dernières années, merveille des merveilles, enfin dans un coffre suisse a été découvert le portrait original de Léonard de Vinci. Alors évidemment, on attendait la photographie. Quand la photographie est arrivée, ce que vous voyez ici à droite, hein, eh bien malheureusement, aussi bien par le support de toile, Léonard peint sur du bois, que par la technique que l'on voit ici, c'est un tableau extrêmement décevant, très lourd dans sa facture, qui n'évoque absolument pas Léonard de Vinci. Et on est donc face là plutôt à une banale copie, pas avant le XVIIe siècle. Autre trouvaille soi-disant extraordinaire, l'autoportrait de Léonard de Vinci. Il y a même des documentaires qui ont été consacrés à cette soi-disant redécouverte merveilleuse sur Arte. Bref, on vous dit que c'est un autoportrait authentique évidemment de Léonard. Là aussi, par l'analyse de la matière picturale, on est extrêmement loin de l'œuvre de Léonard de Vinci. Alors je passerai encore plus sur les redécouvertes, mais qui sont devenues aussi presque aujourd'hui des demi-vérités. Malheureusement, lorsqu'on va sur Google et on fait une recherche Joconde, on a vu fleurir énormément de secondes Joconde, où on nous dit même que les documents d'archives disent que Léonard a bel et bien peint. C'est prouvé, les documents d'archives le disent. Alors non, les documents d'archives ne le disent absolument pas, il n'y a eu qu'une seule Joconde. Et toutes celles qui ont ressurgi depuis, et qui sont des soi-disant secondes Joconde, sont là aussi, hein, par l'analyse des supports, les analyses des matériaux, par l'analyse aussi tout simplement stylistique, hein, sont de banales copies beaucoup plus tardives, comme celle que vous voyez ici du XVIIe siècle. Hein. Néanmoins, vous savez, il y a toujours l'espoir, et ça c'est l'espoir de plusieurs collectionneurs, l'espoir que lorsque la Joconde a été volée en 1911, qu'on l'a redécouverte en 1913, l'espoir que ce qui a été rendu au Louvre en 1913 soit en fait une banale copie que le Louvre se fait avoir, que c'est pas l'original qu'on a rendu au Louvre. Et c'est ce qui explique sans doute les succès en vente aux enchères ces dernières années, des Jocondes qui sont passées en vente, qui à chaque fois, régulièrement en tout cas, hein, on nous rappelle combien le propriétaire qui en était possesseur disait que oui, c'est l'original de Léonard de Vinci, hein, le Louvre n'a pas l'original. Et vous voyez, alors ce ne sont pas des chiffres, ce ne sont pas les chiffres du Salvator Mundi, dont on va parler dans quelques instants, mais néanmoins de coquettes sommes, hein, vous voyez, 500 000 euros pour une copie, 1 700 000 $, une autre copie, et dernièrement, la dernière en 2021, 2 900 000 euros. 2 900 000 euros. Non mais, j'ai presque, à chaque fois quand je le relis, mais c'est vrai, c'est 2 900 000 euros. Une banale copie possédée par un certain monsieur Eking, qui était collectionneur à Nice, et qui a déclaré de toute son autorité que c'était l'original de Léonard de Vinci. Et vous voyez que quelqu'un a dû y croire un petit peu malgré tout pour mettre 2 900 000 euros. Pauvre collectionneur. Bref. Alors, hypothèse qui, elle, en revanche, continue, et là aussi, qui est un vrai débat parmi les historiens. Là aussi, il y a un documentaire sur Arte, sur cette redécouverte, hein, celle qu'on a appelée la Bella Principessa, une peinture sur vélin qui sort de nulle part. Hein, elle a été redécouverte dans une vente aux enchères à la fin des années 1990. Elle passait pour une peinture du 19e siècle, allemande du début du 19e siècle. Et puis, au cours des années 2000, certains disent, mais est-ce que ça ne pourrait pas être
tout simplement une peinture, un portrait de Léonard de Vinci. On est même allé plus loin. Certains spécialistes se sont dit, oui, non seulement c'est Léonard de Vinci, mais ça provient en plus d'un livre très célèbre écrit à Milan, l'histoire du grand duc de Milan, Francesco Sforza, et ce vélin, cette peinture sur vélin, sortirait du manuscrit qui se trouve aujourd'hui, de l'exemplaire qui se trouve aujourd'hui à Varsovie. Alors les avis et les débats sont extrêmement variés, hein, aujourd'hui divisent la critique. Hein. Pour ma part, moi j'avoue que je suis extrêmement dubitatif, d'abord parce que vous voyez ici une autre page du manuscrit, hein, où les portraits, et surtout le portrait du grand héros, hein, de la geste des Sforza, le voyez ici, il a un portrait tout petit comme ça, là où cette bella principessa qui serait de sa famille est absolument énorme. Par ailleurs, la technique utilisée sur ce vélin est très étrange, très étonnante. On est sur ce que vous voyez à gauche, hein, sur des techniques traditionnelles, hein, qui sont celles donc de l'usage de la détrempe sur du vélin. Là où ce que vous voyez à droite sont des processus plutôt d'exercice graphique. La pierre noire, la sanguine, l'émeraude blanc, la plume et l'encre brune. Et surtout, il y a tout au long du visage, du profil de cette jeune femme, des hachures tracées de la main gauche, alors ce qui est un élément pour attribuer à Léonard cette feuille, puisque Léonard était gaucher, donc quand vous faites des hachures de droitier, le sens est dans ce sens-là, quand vous faites des hachures de gaucher, elles sont dans un autre sens. C'est vrai que dans les dessins de Léonard de Vinci, on trouve toujours les hachures dans ce sens-là, et évidemment, les voyant ici, l'attribution à Léonard est aisée. Néanmoins, dans des œuvres finies, peintes sur vélin qui devait prendre place dans un manuscrit, il est très étrange de trouver ce genre de hachure que Léonard n'utilisait que pour très rapidement construire une zone d'ombre pour détacher, mais vous voyez, c'était au cours de l'exercice graphique, il est en train de dessiner quelque chose, il trace des hachures très rapidement pour créer un contraste entre la figure dessinée et le fond de sa feuille. Trouver quelque chose qui relève d'un exercice graphique sur une œuvre achevée qui devrait prendre place dans un manuscrit me semble pour le moins tout à fait étonnant, extraordinaire. En tout cas, aucun autre cas n'est connu de la même typologie. D'où mon grand questionnement sur cette feuille. Alors, évidemment, autre grande découverte, hein, qui a, là aussi, était quelque chose qui a défrayé la chronique, hein, depuis 2017 essentiellement, c'est la redécouverte du Salvator Mundi. Là aussi, c'était un des rêves, hein, des historiens de l'art. Le Salvator Mundi, on savait que Léonard avait conçu cette composition. On le savait parce que sont conservés dans les collections royales d'Angleterre ces deux très beaux dessins à la sanguine sur un fond rouge, hein, qui sont préparatoires à cette figure du Salvator Mundi, dont on connaissait d'ailleurs, hein, plusieurs dizaines de copies. Je vous en montre ici, je vous montre les différentes familles de copies qui existent. Et donc, on pouvait imaginer que peut-être Léonard n'avait pas une version. Alors, anciennement, dans les années 70, certains avaient imaginé que ce tableau, qui était dans une collection particulière parisienne, oui, était l'original de Léonard, mais sa technique, ses transitions dans la lumière un peu dures, ce côté très métallique de la matière, avait pratiquement convaincu personne. En revanche, en 2011, dans une exposition à Londres, a ressurgi ce tableau qui provenait d'une collection anglaise du début du XXe siècle, et ce tableau, lui, apparaissait d'une technique un peu plus convaincante que le précédent tableau. Et il a été exposé à Londres comme un original de Léonard de Vinci. Alors, lors de cette exposition en 2011, cette proposition n'a fait pratiquement aucun commentaire parmi les spécialistes. Il a fallu attendre que ce tableau passe aux enchères en 2017 et fasse le nombre de millions dont vous vous souvenez, hein, absolument considérable, 450, pour que ça devienne le tableau le plus cher du monde et que enfin le grand public et beaucoup de spécialistes d'ailleurs, hein, s'y intéressent davantage. Alors toujours aujourd'hui, vous verrez, si vous avez lu, sans doute vous n'avez pas pu y échapper, hein, il y a un débat parmi les spécialistes. Néanmoins, pour ma part, hein, par rapport à tout ce que je vous ai montré jusqu'à présent, hein, ce tableau présente des caractères vraiment très intéressants qui nous permettent quand même d'être absolument certains que c'est quelque chose qui s'est passé au moins dans l'atelier de Léonard de Vinci, voire même, hein, avec son pinceau. Alors, la première chose que vous pouvez voir, je vous montre ici l'image en lumière directe et à droite une image scientifique, hein, ce qu'on appelle une réflectographie infrarouge, un rayonnement infrarouge qui traverse la matière. Et ce que vous voyez tout de suite, c'est l'état de délabrement. C'est un tableau extrêmement ravagé, très abîmé, surtout dans le visage, ce qui explique pourquoi c'est un tableau qui apparaît comme très usé, les ombres sont un peu trop marquées. C'est donc un tableau difficile à juger de façon précise quant à la technique picturale et à la matière. Néanmoins, ce tableau présente aussi des éléments tout à fait intéressants qui sont propres à des éléments qu'on trouve normalement dans la création picturale lui-même, notamment ce qu'on appelle des changements d'idées, ce qu'on appelle des repentirs. Un artiste commence à peindre,
il met en place une composition, et puis finalement, comme c'est lui l'inventeur, il n'est pas satisfait et il modifie certaines parties. Et c'est ce que vous voyez notamment ici, au niveau de la main du Christ. Si vous faites attention, au niveau de, comment dire, de l'épaule de Jésus, vous voyez qu'il y a une différence au niveau de la main. La partie supérieure est beaucoup plus sombre, la partie inférieure est beaucoup plus claire. Pourquoi? Parce que, en fait, la partie supérieure a été peinte sur un fond noir. Léonard, au début, n'avait pas prévu cette main et avait peint entièrement le fond noir, jusqu'à l'épaule. Et puis, finalement, dans un second temps, il s'est décidé à faire cette main bénissante. Ce repentir très important laisse penser quand même qu'on est face à une œuvre où on est très près du créateur, vraiment d'une modification. Par ailleurs, l'observation rapprochée de ce tableau-là permet de, lorsqu'on analyse, qu'on le voit de près, malheureusement, on ne peut plus le voir de près depuis Savant 2017, et on espère qu'un jour il ressurgira pour qu'on puisse enfin, avec plus d'objectivité, les historiens, mais aussi le grand public, puissent le voir et le comprendre. Mais j'ai eu la chance de le voir à plusieurs reprises, notamment à Londres en 2011 dans l'exposition, et lorsqu'on repère les parties en très bel état de conservation, des parties de la main, des parties de la bouche et des yeux, des boucles aussi de cheveux, on se rend compte de l'extraordinaire qualité d'exécution picturale de l'œuvre, très proche des originaux de Léonard de Vinci. D'où vraiment le fait que ce tableau soit véritablement une œuvre digne d'intérêt et potentiellement, fort possiblement, un original de Léonard de Vinci. Alors voilà, si vous voulez, ça c'est un petit peu ce qui attend l'historien de l'art, toutes les découvertes qu'il peut espérer au cours et que j'ai eu la chance finalement au cours de ces années de vivre, ces redécouvertes de documents d'archives, de dessins, ces redécouvertes de tableaux. Une chose vraiment, et ça c'est la chance de travailler dans un musée, une autre chose, un autre rapport pour la connaissance de l'œuvre de Léonard de Vinci est celui qui est constitué grâce aux restaurations et aux examens scientifiques qui sont menés dans les musées. Ce sont des moments, les restaurations et les examens laboratoires, qui sont des moments vraiment extraordinaires de connaissance de la manière de picturale, de la genèse de l'œuvre, la façon dont elle a été faite, la façon dont l'artiste l'a conçue, l'a modifiée, etc., etc. Alors au musée du Louvre, on a eu la chance et on s'est lancé depuis 2010, j'étais arrivé depuis peu de temps, dans une grande campagne de restauration. On s'est appuyé là aussi d'une façon, je dirais, internationale sur les précédentes opérations qui avaient été menées. La longue restauration de la Seine, une œuvre extrêmement dégradée qui a été menée pendant très longtemps, entre 1978 et 1999. Plus récemment, alors qui avait suscité d'ailleurs un grand nombre de débats. La restauration toujours suscite des débats parce que même si on fait attention, et aujourd'hui les restaurations sont faites d'une façon extrêmement précise, méticuleuse, clinique, chirurgicale, malgré tout, comme l'œuvre évidemment change, on enlève des couches de vernis, on enlève des repeints, on retrouve un petit peu la palette d'origine, donc l'œuvre esthétiquement d'un point de vue visuel change, et certains ont du mal avec ce changement visuel, et d'où le côté polémique, naturellement polémique des restaurations. Donc suite à cette polémique de la Seine, les musées ont du mal à reprendre la restauration. Néanmoins, les restaurations sur Léonard ont repris à partir de 2008. La National Gallery de Londres, elle-même, a restauré sa version de la Vierge Rocher. Et puis le Louvre s'est lancé dans sa campagne de restauration, la Sainte-Anne, entre 2010 et 2012, qui a été une occasion merveilleuse de pouvoir retrouver, de pouvoir réétudier, réexaminer la matière picturale de Léonard de Vinci. La qualité de ce qu'on appelle le sfumato, l'effet de sfumato, ces transitions imperceptibles de l'ombre à la lumière, qui permettent de donner en quelque sorte à la matière picturale une sorte de qualité de vibration, de mouvement, et qui donne la vie, qui explique l'impression de vie qui se dégage des formes peintes par Léonard de Vinci, aussi bien les expressions des visages que les formes de la nature, ce paysage absolument extraordinaire de montagnes et de plans d'eau. Par ailleurs, ces restaurations étaient l'occasion aussi de redécouvrir un pan essentiel de l'art de Léonard de Vinci, ce qu'on appelle le non finito, l'inachèvement. Léonard était, avec Michel-Ange, l'un des premiers artistes à mener des œuvres en juxtaposant, au cours de l'exécution picturale, des parties extrêmement finies, très finies, comme ici le visage de Sainte-Anne à droite, et d'autres à peine ébauchées, comme la partie intermédiaire du paysage, ou comme la robe de Sainte-Anne dans la partie basse. Et il y a là vraiment une recherche, on pourrait dire, qu'on pourrait qualifier vraiment d'artistique, d'abord ce caractère expérimental, de juxtaposition de parties très finies avec d'autres ébauchées, se dégage quelque chose d'extrêmement vivant. Ce plaisir aussi qu'il y a chez Léonard sans doute de voir, de conserver des parties ébauchées pour en deviner et en admirer toujours les potentialités de ces formes ébauchées. Et puis, il y a sans doute quelque chose qui relève du caractère expérimental de Léonard de Vinci, d'une œuvre qui n'est jamais achevée, d'un perfectionnement qui est sans fin. On peut imaginer que si Léonard était mort 10 ans après 1519, en 1529, il aurait continué à parfaire, à transformer des parties de ses compositions et les aurait laissées tout autant inachevées.
Alors la Sainte-Anne a été un merveilleux moment, la Belle Ferronnière en 2014-2015, le Saint-Jean-Baptiste, là aussi on a pu partager les parties absolument achevées, d'autres inachevées, le bras justement levé dont les contrastes dans la lumière sont encore très brutaux, très certainement une partie inachevée, alors que le visage est lui merveilleusement terminé. Les musées, les grands musées du monde sont eux aussi lancés dans dans ces restaurations, notamment les Offices qui ont restauré l'Adoration des Mages. Là aussi, l'Adoration des Mages était une œuvre inachevée de Léonard de Vinci, mais qui avait été transformée en une sorte d'ébauche en clair-obscur. On avait caché les parties ébauchées, les parties où Léonard avait commencé à poser de la couleur bleue notamment dans le ciel. Et la restauration a permis justement de mieux comprendre ces différents niveaux de travail dans l'œuvre et de donner une lisibilité aussi à la matière picturale. Sans parler du grand travail, alors ça c'est un grand décor de Léonard, sans doute Léonard bien évidemment avec son atelier, mais toujours une œuvre en cours de restauration à la Sala delle Asse dans le grand palais le grand Castello Sforzesco à Milan. Alors donc ces restaurations ont été l'occasion de mieux comprendre la matière picturale de Léonard de Vinci, mais ça a été aussi l'occasion de mieux comprendre leur genèse, la façon dont elles ont été faites dans l'atelier de Léonard de Vinci. Et pour cela, il n'y a pas seulement l'analyse de la matière picturale, c'est aussi tout ce que l'on peut apprendre grâce à l'imagerie scientifique. Aujourd'hui, en 2024, on a la chance de vivre une période extraordinaire où ces techniques d'investigation sont de plus en plus sophistiquées. Et là où avant, anciennement, on bénéficiait de radiographie, donc les rayons X qui traversent la matière picturale, on en fait depuis les années 1930 au musée du Louvre, elle nous apporte déjà beaucoup d'informations, mais on peut en glaner encore bien d'autres. Ces dernières années, une autre méthodologie, ce qu'on appelle la réflectographie infrarouge, on fait traverser, la matière picturale est traversée par un rayonnement infrarouge, là aussi elle nous révèle d'autres choses qui sont, les rayons X traversent énormément, donc on a des informations très profondes de la couche picturale. L'infrarouge est moins profond et va nous permettre de déceler tout le dessin préparatoire de Léonard de Vinci. Au moment où Léonard avait son panneau de bois préparé, il a commencé à y dessiner les formes. Et donc c'est essentiel parce que les premières étapes de l'exécution vont être livrées. Et souvent on va découvrir que Léonard a commencé par d'autres idées que celles que l'on voit à la fin. Et puis très récemment, là pour vous parler vraiment de choses nouvelles, c'est seulement depuis 2015-2016, donc ça fait moins de 10 ans, que se sont développées d'autres technologies, notamment les cartographies de fluorescence X. Alors là c'est à nouveau un rayonnement de rayons X qui traverse la matière picturale et qui nous permettent de faire des cartes d'un élément chimique. La carte du cuivre, du fer, etc. Partout c'est clair, blanc, c'est là où se trouve l'élément chimique du fer. Et donc un pigment utilisé par Léonard de Vinci. Et là aussi, c'est extrêmement riche d'enseignements parce que là où Léonard de Vinci, je vous l'ai déjà dit, a peint très peu, a mis beaucoup de temps à peindre ses tableaux, plusieurs années, parfois une vingtaine d'années pour peindre ses tableaux, et n'a cessé de les parfaire, de les modifier, et donc a changé à chaque fois les pigments qu'il a utilisés, à corriger au niveau du dessin, et donc toute cette imagerie scientifique va révéler cette longue histoire, la longue évolution de l'image de ces tableaux. Alors quelques illustrations, notamment en termes de dessin sous-jacent. On a pu voir combien Léonard avait progressé, avait évolué à travers le temps. Ici, vous voyez la réflectographie infrarouge de l'Annonciation. Vous y trouvez, si vous avez de bons yeux, en tout cas, un dessin très schématique, très dur, très cassé, et surtout qui est reporté de dessins, d'après des dessins. Donc, on a vraiment quelque chose de très mécanique, de très méticuleux. Alors que dans l'Adoration des Mages, qui a été peinte une dizaine d'années après, c'est un autre Léonard que l'on découvre. Devant son grand panneau de bois, sa préparation, et là, il va dessiner à main libre, tracer les choses à main libre. Et de temps en temps, il va tellement superposer les dessins sous-jacents jusqu'à, vous voyez, créer ces genres de formes extrêmement confuses, comme dans ces dessins, ce componimento inculto, ces formes confuses dans lesquelles il était seul capable de voir les contours qui allaient convenir à l'histoire, il allait peindre, à l'histoire finale qu'il cherchait à représenter. Donc vous voyez, dessin très retenu, très précis, dessin à main libre quand il évolue, et puis finalement, au cours du temps, il va finalement, dans ses derniers tableaux, le Saint-Jean-Baptiste, la Joconde, la Sainte-Anne, chercher un dessin qui est pratiquement invisible. Aujourd'hui, avec nos instruments, nous n'arrivons pratiquement pas à voir le dessin de Léonard de Vinci, car Léonard, au cours de l'évolution de sa carrière, va chercher une technique picturale de plus en plus transparente. Lui, ce qu'il cherche vraiment, c'est construire des dégradés de l'ombre à la lumière à peine sensibles, imperceptibles, et va superposer des couches de glacis, ce sont des couches huileuses à peine chargées de pigments, très transparentes. Et donc, comme il sait que sa matière picturale va être très transparente, il ne veut surtout pas que le dessin sous-jacent, donc la ligne de construction, soit visible. Il sait qu'elle risque d'être visible par transparence des matériaux, et donc il va chercher à faire vraiment une ligne absolument imperceptible. Là encore, vous voyez,
l'imagerie scientifique nous a permis de mieux comprendre cette évolution technique, artistique de Léonard de Vinci, la façon dont il mettait au point ces techniques depuis les premières étapes de l'exécution jusqu'à l'exécution finale, la façon dont il évoluait au cours de sa carrière. Alors bien évidemment aussi, hein, cette imagerie scientifique a été aussi essentielle pour comprendre la genèse de l'œuvre, la façon dont Léonard avait imaginé et transformé et avait modifié ses compositions. Et notamment pour la Vierge au rocher, qui est une composition très célèbre de Léonard de Vinci, peinte pour une église de Milan. Les historiens étaient face à un vrai problème. Il y a une commande, c'est une chapelle dans l'église de Milan, mais il y a deux tableaux. Un qui se trouve au Louvre, l'autre qui se trouve à la National Gallery de Londres. Et cela fait plus de 150 ans que les historiens débattent, s'opposent sur l'histoire complexe. Comment se fait-il qu'il y a deux tableaux pour une seule commande? Qu'est-ce qu'il est advenu? Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant longtemps, on a pensé que la version du Louvre, où vous voyez l'ange qui nous regarde à droite et qui désigne de sa main Saint Jean-Baptiste, hein, qui est uni dans ses bras par la Vierge Marie, pendant que Jésus en bas bénit Saint Jean-Baptiste. Pendant longtemps, les gens se sont dit, tiens, ce personnage de l'ange est différent de celui que l'on voit dans la version de Londres. Là, l'ange ne regarde pas, ne désigne pas Saint Jean-Baptiste. Les historiens ont dit que ça doit être... Ce tableau, le tableau de Paris a dû être refusé pour des raisons iconographiques. Il y avait quelque chose qui était gênant. On mettait trop en avant Saint Jean-Baptiste. Et on a donc imaginé que le tableau de Londres avait substitué donc dans la chapelle le tableau de Paris. Mais quand on a fait justement la réflectographie infrarouge de notre tableau à Paris, eh bien on a découvert qu'en fait sous notre tableau se cachait exactement la même image que vous voyez ici à Londres. C'est-à-dire que, certains vont le deviner peut-être, arrivent à le deviner, dans la partie, on voit que la main de l'ange a été peinte dans un second temps par Léonard de Vinci, par-dessus la manche de la Vierge, et qu'en fait, Léonard, dans un premier temps, avait peint exactement son tableau, exactement tel qu'on le voit dans la version de Londres. C'est seulement dans un second temps qu'il a ajouté cette main montrant Saint Jean-Baptiste et a tourné aussi le visage de l'ange. Donc, patatras, toutes les hypothèses échafaudées depuis 100 ans par les historiens tombaient, et il a fallu réinventer complètement l'histoire complexe de cette Vierge au rocher. Toujours au jour, on n'en est pas sorti. De la même façon, à Londres, eux aussi ont continué à multiplier les enquêtes sur leur tableau grâce aux examens scientifiques et ont découvert que se cachait sur leur tableau aussi une autre composition différente, toujours une adoration de l'enfant Jésus par la Vierge, mais vous voyez, avec un positionnement des personnages complètement différent. Ça, c'est une découverte de 2020, encore extrêmement récente. Là aussi, on peut espérer que lorsqu'on se lancera dans la restauration de la Vierge au rocher du Louvre, hein, j'espère prochainement, c'est un tableau qui n'a pas encore été restauré, mais on souhaite le restaurer, ça sera l'occasion de réfléchir à nouveau sur toutes ces découvertes récentes, d'essayer de réécrire l'histoire complexe de cette Vierge au rocher, hein, dont toujours aujourd'hui, les historiens n'ont pas réussi à retracer une histoire claire et indiscutable. Alors, autre grande découverte de ces dernières années, la Joconde. On a fait en 2019, pendant 2 nuits entières, hein, je suis resté avec la Joconde les temps où le musée est fermé, on a fait passer des rayons X sur le tableau pour pouvoir obtenir ces cartographies des pigments qui ont révélé là aussi des choses très intéressantes sur la façon dont Léonard avait modifié sa composition. Et ces cartographies nous ont révélé que le point de départ de Léonard de Vinci, le premier état du portrait de la Joconde, était un portrait sans doute tout à fait représentant le modèle, avec un vêtement dans la mode caractéristique de Florence dans les années 1500, tel que vous pouvez le voir dans un tableau de Raphaël, qui copie d'ailleurs la Joconde de Léonard de Vinci. Et c'est dans un second temps, on le voit très bien, cette première état est bien visible dans cette cartographie de pigments, c'est dans un second temps que manifestement Léonard a voulu un peu atténuer cette mode, cette vision de la mode de la Florence du début du XVIe siècle et ajouter par-dessus le vêtement de la Joconde ce grand voile de soie transparent qui cache un peu le vêtement, le côté contemporain du vêtement, pour des raisons, là encore, qu'on n'a pas encore parfaitement établi, l'ajout de cet habit, et qui, d'une certaine façon, tend, on peut imaginer, à donner un caractère plus universel à ce portrait, à le moins le rendre dépendant de la mode florentine du début du XIXe siècle, et peut-être à donner à l'effigie, à cette image de la Joconde, un caractère plus universel. Alors, autre révélation de cette imagerie scientifique, c'est le raffinement, la délicatesse de l'exécution picturale de Léonard de Vinci. Là aussi, cette carte qui indique la présence de Mercure nous montre que Léonard, d'une façon très subtile, n'a pas représenté les cheveux avec exactement le même pigment, mais a ajouté très distinctement, très précisément, très doucement, de façon très mélangée, dans les mèches de cheveux qui prennent la lumière de la Joconde, ce pigment a ajouté du mercure, donc pigment en fait du vermillon, afin de donner une coloration rousse
aux vêtements de la Joconde. Alors, qui sont aujourd'hui moins visibles parce que la Joconde, elle aussi, n'a pas été restaurée de mémoire d'homme, on pourrait dire, pratiquement, en tout cas d'une restauration fondamentale, jamais depuis son arrivée au Louvre avec la Révolution française en 1793. Bref, mais en tout cas, on sait qu'on découvrira, si un jour on restaure, cette mèche rouge, vous voyez, on sent que Léonard est quelqu'un très attentif au phénomène lumineux et à la transformation de la lumière, de la transformation de la couleur par la lumière. Alors, je conclurai d'ailleurs avec ça, quelques mots encore. Les dernières grandes découvertes liées à ces investigations en laboratoire sont liées aussi à tout ce qu'on a pu découvrir ces dernières années sur l'atelier Léonard de Vinci. Tout ce travail de connoisseurship sur Léonard, où on a essayé de distinguer les originaux des copies, de façon collatérale, ça a beaucoup abîmé notre appréhension et notre vision de la production des élèves. Évidemment, quand vous recherchez l'original, l'authentique, du coup, tout ce qui est copie, œuvre d'atelier est un peu laissé de côté. Et il y a eu un certain mépris, d'ailleurs, chez certains grands historiens là, je ne donnerai pas les noms, mais de la production des élèves de Léonard de Vinci, ceux qu'on a appelés les léonardesques. C'est depuis seulement une vingtaine, trentaine d'années qu'il y a un travail beaucoup plus sérieux, beaucoup plus approfondi qui est mené, notamment sur les élèves milanais de Léonard. Léonard a vécu à Milan entre 1483 à 1499. Il y a eu des élèves de grande qualité auprès de lui, Boltraffio, Marco de Giono, qui sont vraiment deux grands maîtres. Et aujourd'hui, les historiens de l'art ont beaucoup plus travaillé, sont parvenus à constituer des corpus cohérents de leurs œuvres. Néanmoins, demeurent toujours des œuvres, vous voyez, qui sont extrêmement débattues, dont cette Madone Lita, qui est à l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, à l'Ermitage. Alors, nos collègues de l'Ermitage, pour eux, c'est un tableau qu'il ne faut absolument pas toucher. Il est de Léonard de Vinci, de personne d'autre. Ils sont aujourd'hui, je crois, à peu près les seuls à le croire, tant l'œuvre, par ses qualités, je dirais, stylistiques, s'éloigne en réalité de Léonard. Alors, c'est bien une composition de Léonard. On a un dessin pour la Vierge, préparatoire à la Vierge. On pense que Léonard est bien le concepteur, mais en revanche, l'exécution, on hésite toujours aujourd'hui entre Boltraffio et Marco de Giono. Les avis ne sont toujours pas absolument tranchés. Pour moi, combien ça reste vivant. Un des grands domaines d'investigation de ces dernières années, et c'est pour, je vais en parler d'ailleurs davantage parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, et j'ai essayé de le mettre en valeur dans les expositions menées au musée du Louvre, c'est toute la production d'ateliers, le second atelier Léonard de Vinci. À partir des années 1490, 1500, 1510, Léonard va s'entourer d'élèves qui vont avoir pour tâche de faire des copies de ses compositions. Évidemment, Léonard peint très peu, il garde les prototypes pour lui, mais les gens trouvent ses compositions, ceux qui vont dans son atelier et ceux qui le connaissent trouvent ses compositions absolument merveilleuses et voudraient les originaux, mais ne peuvent pas les avoir, mais on voudrait au moins une répétition. Et on sait, par les documents d'archives, que l'atelier faisait des copies d'après le prototype et sans doute pour être fourni aux amateurs de Léonard. Alors aujourd'hui, on en recense des centaines de ces copies, notamment pour la Sainte-Anne. Il en existe plus d'une centaine, et au cours de la restauration de la Sainte-Anne, je me suis beaucoup amusé à les observer, à les classer, et je me suis rendu compte que ces copies, alors elles ne sont pas seulement de banales copies de l'atelier, mais surtout elles méritent d'être étudiées parce que je me suis rendu compte qu'on pouvait les classer en familles, et que ces familles pouvaient illustrer chacune une étape de la pensée de Léonard de Vinci. En fait, elles ne copient jamais l'état définitif du tableau. Pratiquement jamais. Il y a très peu des copies d'état définitif. Ces copies s'avèrent être comme des photographies de ce que Léonard a en tête à un moment donné, qui n'est toujours pas au propre sur son propre tableau, mais des choses qui sont à l'état de débauche, de dessin, et que les élèves mettent en forme au propre sur leur version. Sans l'étude de ces copies, nous n'aurions d'ailleurs jamais pu parfaitement analyser l'imagerie scientifique de l'original. Ici, vous avez la réflectographie infrarouge de la Sainte-Anne. Il y avait des formes un peu bizarres, notamment, vous voyez, sur la partie gauche du tableau, à l'arrière de la Vierge, derrière la hanche de la Vierge, vous avez une différence de tonalité, des formes comme en papillon, un peu plus clair à droite, un peu plus sombre à gauche. C'est incompréhensible. En fait, en revanche, quand on superpose des copies de la Sainte-Anne, et notamment ce tableau que vous voyez ici, on le superpose, on se rend compte qu'elle est exactement de même proportion que les figures de l'original, et surtout, on se rend compte qu'elle correspond exactement à toutes les différences que l'on peut lire dans le tableau du Louvre. Et donc, grâce à cela, on est absolument certain que ces copies sont en fait des copies de la première étape, de la première pensée de Léonard de Vinci, son grand carton, le grand dessin qu'il a mis au propre et qu'il avait reporté sur son tableau. Et cela, on peut, au fur et à mesure, en étudiant chaque famille, on se rend compte que ces familles, notamment ici, vous avez l'original à droite, une copie à gauche, eh bien on voit
voit que le copiste à gauche reproduit par exemple, vous avez le drapé de la Vierge, son grand manteau bleu avec le revers qui est orangé, reproduit un dessin de Léonard, alors que Léonard n'a jamais utilisé, vous voyez, ce dessin dans sa propre composition. Ainsi de suite, vous pouvez ainsi créer toute la généalogie grâce à l'étude de ces copies. On a pu ainsi comprendre toute l'évolution pendant 20 ans, ce qui s'était passé dans la tête de Léonard de Vinci, d'une évolution à la fois formelle et iconographique. Notamment, on se rend compte combien, au départ, Sainte-Anne avait une mission, avait une présence était beaucoup plus active dans la composition, alors que peu à peu, au fur et à mesure de la réflexion de Léonard, c'est la Vierge qui est au cœur de la composition, et Léonard représente la Vierge dans ce moment très ambigu, au moment où elle veut à la fois reprendre Jésus et l'éloigner de l'agneau, qui est le symbole du sacrifice, de sa mort à venir, le fait qu'il est venu sur terre pour être sacrifié, pour le pardon des péchés, et en même temps, il y a le geste ambigu, on a l'impression qu'elle veut l'accompagner, commence à sourire, oublier cette mélancolie et la joie de l'accompagner dans cette mission qui s'impose à lui. Donc vous voyez, sans l'étude de ces copies, nous ne serions jamais parvenus à comprendre toute la lente progression dans l'esprit de Léonard. Et ça, on a pu le faire pratiquement pour toutes les compositions de Léonard de Vinci. Le Saint Jean-Baptiste, qui a démarré très certainement avec, en première idée, cette figure de l'ange de l'Annonciation, qui dans l'atelier a été d'ailleurs transformée dans les figures que vous voyez en haut à droite, en Saint Jean-Baptiste, dans la même position que l'ange de l'Annonciation, et finalement, peu à peu, transformée dans cette figure mouvante, là aussi très ambiguë, ce Saint Jean-Baptiste qui est représenté à la fois comme figure qui sort de l'ombre, mais est aussi amené à disparaître. C'est vraiment le rôle de Saint Jean-Baptiste, tel qu'il est écrit dans l'ouverture de l'Évangile selon Saint Jean. C'est le témoin de la lumière, mais pas la vraie lumière. Il est là pour annoncer la venue du Christ, mais il doit disparaître derrière le Christ. Et c'est ce qu'a voulu finalement rechercher, ce qu'a imaginé finalement à la fin Léonard, cette figure qui surgit pour disparaître, d'une extraordinaire ambiguïté. Idem pour toutes les compositions. Alors, comme je vois que l'heure tourne, je vais aller beaucoup plus vite. Les Vierges au fuseau, notamment une autre composition de Léonard de Vinci, dont on connaissait 2 versions d'atelier. Là aussi, l'imagerie scientifique a permis de comprendre qu'elle possédait sous la matière picturale les mêmes repentirs, les mêmes changements, ce qui a fait penser qu'elles avaient vraiment été peintes côte à côte dans l'atelier de Léonard de Vinci. Là aussi, grâce à l'étude des copies, on a pu comprendre toute la généalogie et voir combien Léonard avait fait évoluer sa composition de quelque chose de très narratif, d'une Vierge avec un enfant jouant avec un dévidoir où sont déroulés les fuseaux. Derrière, on a l'enfant Jésus qui est mis dans un trotteur par son père Joseph qui lui a construit, vous voyez. Et puis finalement, Léonard, peu à peu, au fur et à mesure de sa réflexion, se concentre sur le geste de la Vierge, le geste supprime la scène anecdotique au fond, supprime les fuseaux pour se concentrer sur le dévidoir qui, évidemment, dans la forme, évoque celle d'une croix. Donc, se concentre sur le mouvement des figures et l'expression psychologique des figures. Alors, grâce à l'analyse de laboratoire, d'ailleurs, on a pu mieux analyser les dessins sous-jacents. Puisqu'on connaît bien les dessins sous-jacents des originaux, eh bien, en voyant ces deux versions de la Vierge au fuseau, et en pouvant analyser leurs dessins sous-jacents, on a pu dire, mais alors, finalement, laquelle est la bonne de cette Vierge au fuseau? Eh bien, effectivement, en analysant les 2 dessins sous-jacents, on s'est rendu compte combien celle de droite présente un dessin beaucoup plus évanescent, beaucoup plus proche de celui qu'on retrouve, ou qu'on devine dans la Joconde, dans Saint Jean-Baptiste, alors que dans la version de gauche, cette autre Vierge au fuseau, qui elle aussi a été peinte dans l'atelier, il y a ses repentirs, on a un dessin très mécanique, beaucoup plus dur, qu'on ne retrouve jamais chez Léonard. Donc là, on a des preuves imparables que ce tableau n'a pas pu être dessiné, en tout cas dans les premiers temps, par Léonard de Vinci. Alors du coup, évidemment, pour un premier temps, c'est ça l'original, c'est bien celui-là l'original. Néanmoins, grâce à la restauration récente de ce tableau, on a découvert des éléments de la technique picturale, notamment les carnations qui sont tracées avec des petites hachures rouges, les mèches de cheveux où s'entrecroisent des mèches brunes, rouges et noires. Ça, on ne l'a jamais retrouvé dans aucun tableau de Léonard de Vinci. Néanmoins, on l'a retrouvé dans tout un ensemble de copies d'après des prototypes de Léonard de Vinci, notamment ce Salvator Mundi, cette Joconde et cette Sainte-Anne. Donc, à mon sens, il est fort probable que cette version que vous voyez ici a été peinte là aussi. L'exécution a été faite en bonne partie par cet élève de Léonard de Vinci. Alors évidemment, c'est l'une des grandes questions. Qui sont ces élèves? On ne connaît pas forcément tous. Quand on lit les carnets de Léonard de Vinci, dans les comptes qu'il tenait de sa maison, on voit beaucoup de prénoms. Lorenzo, Andrea, etc., etc. Mais c'est pratiquement impossible de faire un lien entre ces prénoms et des œuvres et des corpus d'œuvres. Et de même, toutes ces copies, c'est très difficile d'attribuer des copies parce que les copies cherchent à imiter un modèle. Et donc, c'est un travail de connaisseur assez difficile. Heureusement, justement, grâce à ce travail de recensement de tout ce qui a été fait dans l'atelier de Léonard de Vinci, à ces études aussi d'examen, nous sommes parvenus à regrouper, à créer des corpus. Et notamment, nous avons pu recréer le corpus d'un des élèves, et sans doute manifestement un élève très important qui avait un rôle essentiel
essentiel dans l'atelier Léonard de Vinci, qui peint donc un groupe d'œuvres qui sont peintes exactement de la même façon, qui ont d'ailleurs un dessin sous-jacent exactement, ça ce sont les imageries, les réflectographies infrarouges des précédents tableaux, exactement les mêmes types de dessins sous-jacents. Et fort de la constitution de ces trois tableaux, on peut les réunir d'ailleurs, on peut les regrouper avec d'autres œuvres, certaines passées en vente aux enchères, une Marie-Madeleine qui est passée aux enchères il y a peu de temps, un tableau qui est à Oxford, ce Saint Jean-Baptiste, et les relier potentiellement à un tableau signé, le seul d'ailleurs signé de Salaï, un élève de Léonard de Vinci qui a vécu avec Léonard très tôt, en 1490. Il s'est installé, il avait 10 ans, il s'est installé auprès de Léonard pour apprendre le métier de peintre. Et manifestement, c'est quelqu'un qui a appris à faire des copies. Lorsqu'il est mort, son inventaire après décès montre qu'il avait beaucoup de copies d'après les prototypes de Léonard de Vinci. Or, ce tableau présente, lorsqu'on analyse de près, là aussi, une facture avec des petites hachures rouges dans les carnations. C'est, comment dire, c'est cheveux travaillés avec une superposition de mèches rouges, noires et beige, assez caractéristique de l'écriture des autres tableaux. Et ainsi de suite se constitue, grâce peu à peu, on arrive à un corpus, vous voyez, et qu'on pourrait imaginer attribuer à Salaï, le principal élève de Léonard de Vinci dans ces 30 dernières années. Je conclurai avec l'autre grand élève, parce que là aussi c'est quelque chose d'assez récent. Dans ces dernières années, Léonard avait, on pourrait dire, deux fidèles assistants, Salaï et l'autre, il s'appelait Francesco Melzi, c'est quelqu'un qui l'a accompagné jusqu'à la fin de sa vie, qui a hérité de tous ses manuscrits, de tous ses carnets, quelqu'un qui a d'ailleurs donné vie à certains projets théoriques de Léonard de Vinci, sont traités sur la peinture. Et de Melzi, on ne connaissait qu'un seul tableau signé, ce tableau de Vertum Nepomone qui conservait à la galerie de Berlin. Mais autour de ce tableau, il était difficile de constituer un corpus. Et justement, récemment, grâce à ces examens, grâce à ces nouvelles restaurations, et notamment au musée du Louvre, grâce à la restauration de ce grand Saint Jean-Baptiste, qui est dans la collection royale depuis le XVIe siècle, qui passait pour un Léonard de Vinci au cours des XVIIe, XVIIIe, XIXe, une bonne partie du XXe siècle, encore récemment chez certains, mais ils sont rares. La restauration récente a permis de découvrir vraiment une matière picturale très différente de celle des originaux. Les examens laboratoires, là aussi, on est vraiment face à quelque chose qui ne ressemble pas du tout aux originaux de Léonard de Vinci. En revanche, lorsqu'avec la restauratrice, nous sommes allés à Berlin pour voir le tableau de Melzi, nous avons pu voir combien il y avait de points communs, et d'où l'hypothèse qu'il s'agisse d'un tableau de Melzi, que Melzi aurait peint d'ailleurs à la cour de François Ier. Il vivait avec Léonard à la cour de François Ier et qu'il aurait peint donc pour le maître. Voilà un petit peu, si vous voulez, à grandes lignes, un petit peu les grandes, je dirais, domaines de connaissances pour les historiens et les historiens de l'art. Et vous voyez à travers ça, ce que j'ai essayé de retracer, ce sont les grands domaines de connaissances. Comment, sur quoi se fonde-t-on pour connaître et quelles sont les méthodes de travail sur les grands artistes? Il y a bien sûr la méthode d'historien, donc la recherche de documents d'archives, mais vous avez vu combien aujourd'hui nous sommes face à une impasse. Nous trouverons très peu de documents d'archives seuls par le biais du hasard, parce que les fonds d'archives ont été extrêmement bien déjà consultés. Il y a bien évidemment la découverte de nouvelles œuvres, mais malheureusement, ça, c'est là aussi le cas de découvertes fortuites. Heureusement, il nous reste, je dirais, de grands pans et de grands espoirs dans le domaine de la connaissance, grâce à ce travail qui est fait dans les musées, de restauration des œuvres, d'examen de laboratoire, de recensement aussi de toute la production de ces léonardesques, qui vont nous permettre, je dirais, de plus en plus d'arriver à une compréhension précise de la technique picturale de Léonard lui-même et de ses élèves. Plus vous étudiez les œuvres, vous avez étudié toutes les œuvres originales, et plus vous avez étudié d'œuvres de ses collègues, de ses élèves, plus vous êtes capable de les différencier. Et je dirais du coup, c'est assez simple. Par exemple, pour le cas du Salvator Mundi, c'est assez simple de distinguer un original d'une copie, à vrai dire. Ce que l'on trouve dans le tableau qui est passé en vente aux enchères il y a très peu de temps, ce sont des choses que l'on trouve uniquement dans ce qu'on a trouvé dans les originaux. En revanche, ce qu'on a trouvé sur les autres Salvatore étudiés, c'est des choses qu'on a trouvées toujours dans les copies, dans des œuvres faites par les membres de l'atelier. Donc vous voyez, plus on avance, plus on agrandit le nombre de connaissances autour de toute cette production, Léonard, les originaux de Léonard et la production d'atelier, plus on parviendra, je crois, à savoir de plus en plus précis, sûr, et avec moins de problèmes de connaisseurship. Alors, je crois que j'en ai fini pour ma présentation, mais je crois qu'il y a peut-être quelques questions possibles pour la salle. Si vous en avez, d'ailleurs, je leur répondrai avec grand intérêt et grand plaisir. Je vous remercie en tout cas pour votre attention.
Merci Vincent pour cette riche présentation qui est aussi un reflet de la richesse de la recherche et des questionnements que cet artiste nous propose encore aujourd'hui. Je laisse la parole au public pour qu'il puisse vous poser des questions. Merci beaucoup, monsieur, pour cette conférence passionnante. J'ai une question factuelle, sans doute assez plate. Pourquoi n'a-t-on pas encore restauré la Joconde, qui quand même est l'un des tableaux les plus célèbres du monde? Merci. Alors, ce n'est pas du tout une question plate, c'est une question passionnante. Vous avez bien raison de la poser. Je me pose la même question. Je plaisante. Non, à vrai dire, il y a toujours eu, et je crois que c'était pertinent, de grandes craintes de restaurer Léonard de Vinci. Il faut dire que lorsqu'on observe une œuvre de Léonard de Vinci, la technique semble est virtuose, absolument virtuose. Les effets de Léonard de Vinci sont effectivement des effets d'une grande subtilité, justement cette technique, cet effet de sfumato, de transition imperceptible de l'ombre à la lumière. La matière elle-même, on le sait, est très transparente, donc il y a peu de matière. Et donc nos prédécesseurs, à juste titre, ont eu peur d'intervenir sur cette matière qui semblait fragile, intrinsèquement fragile. Mais je crois qu'aujourd'hui, fort de l'évolution des techniques de restauration qui sont aujourd'hui extrêmement chirurgicales, aujourd'hui les restaurations sont toujours accompagnées en préalable d'examens laboratoires qui permettent de connaître parfaitement l'état de conservation de l'œuvre. Il y a aussi au cours de l'examen, alors par ailleurs on peut procéder de façon extrêmement raisonnée et de façon par étapes, c'est-à-dire d'alléger peu à peu les couches de vernis. En fait, sur les tableaux de Léonard, qu'est-ce qui s'est passé? Au fur et à mesure des siècles, on a superposé des couches de vernis, des restaurateurs ont reposé des couches de vernis. Souvent, lorsqu'on posait des couches de vernis sur des couches de vernis anciennes, ça leur redonnait un petit peu de vitalité, ça redonnait un peu de transparence à la matérialité, mais néanmoins, il restait les anciens, et puis peu à peu, les vernis sont de plus en plus jaunes, de plus en plus oxydés, certains sont micro-fissurés, et même si vous rajoutez du vernis, il y a un moment où ça reste extrêmement sombre. Et la Joconde, évidemment, comme tous les autres, était extrêmement sombre. Mais néanmoins, il paraissait trop périlleux d'avancer. Aujourd'hui, on peut, je dirais, vu que ce sont des matériaux différents, des couches de vernis de matière différentes, on peut avancer peu à peu par étapes et procéder à des allègements, je dirais, qui avancent peu à peu vers la matière picturale. On a aussi des instruments qui mesurent les couches de vernis, donc qui permettent d'être absolument certains de ne pas rentrer en contact avec la matière picturale, d'intervenir. Alors, tous les tableaux anciens ont forcément des accidents, donc il y a des repas qui ont été posés par des restaurateurs. On peut aussi travailler de façon très chirurgicale uniquement sur la zone de ces accidents. En tout cas, on a des techniques qui nous permettent d'avancer avec beaucoup, je dirais, de précaution. Et d'ailleurs, je crois, et j'en suis d'ailleurs ayant participé au comité qui a guidé la restauration de 3 tableaux de Léonard de Vinci au Louvre. Ces restaurations, même s'il y a eu des polémiques, c'était bien normal qu'il y en ait, parce que c'était quand on s'est attaqué au la première peinture de la Sainte-Anne, c'était un début. Et effectivement, la Sainte-Anne a beaucoup changé. C'est normal, elle a été très sombre, très obscurcie. Mais je crois qu'aujourd'hui, 10 ans après, les choses se sont beaucoup calmées. On a compris que c'était la matière, la palette de Léonard de Vinci, que le tableau était inachevé aussi, ce qui était difficile pour certains à accepter, de voir des zones d'inachèvement dans ce tableau. Je crois qu'aujourd'hui, on a pu se rendre compte et on a pu prouver qu'on n'avait pas abîmé le tableau, que c'était comme ça que les tableaux de Léonard avaient été peints. Et je crois qu'aujourd'hui, les mentalités sont beaucoup plus prêtes. Le Louvre a travaillé, mais encore une fois, c'est aussi un travail international. Les offices aussi ont travaillé sur leur propre tableau, Milan, Londres. Et donc, je crois que fort de toutes ces expériences, on peut avancer de façon à peu près avec confiance vers les autres. Alors, au Louvre, on a travaillé sur nos Léonards de façon, là aussi, en hiérarchisant les cas. La Sainte-Anne avait des vrais problèmes de conservation. On avait des soulèvements de la couche picturale. Et on a pu démontrer que c'était les couches de vernis qui avaient tendance à fragiliser les couches picturales et à soulever les couches picturales. Et donc, on savait qu'il fallait quand même intervenir sur le vernis. Il fallait travailler sur le vernis, alléger les couches de vernis. Donc on savait que c'était le premier tableau sur lequel il fallait intervenir. Après, on a décidé de restaurer la belle ferronnière qui souffrait de beaucoup d'accidents, de repeints qui étaient qui quand même gâchaient l'appréhension et la lecture du visage. On avait l'impression que la pauvre belle ferronnière avait une maladie de peau alors que le visage était immaculé. Et donc ça semblait aussi, elle était aussi très jaunie. Donc on est passé à la belle ferronnière. Le Saint Jean-Baptiste lui aussi était une priorité parce que le Saint Jean-Baptiste disparaissait. La peau de fourrure, la croix que tient Saint Jean-Baptiste, on la voyait pratiquement plus dans les salles du musée du Louvre. Donc là aussi, on s'est dit, il y a un problème désormais de lecture.
Aujourd'hui, il nous reste la Vierge Rocher et la Joconde. La Vierge Rocher, je dirais entre les deux, c'est peut-être le plus urgent. Elle est de plus en plus obscurcie, de plus en plus noire. On ne voit plus les fleurs. Léonard a imaginé au pied de la Vierge toute une prairie. Les fleurs n'ont plus aucune couleur. Il y a des fleurs jaunes, rouges, bleues. On ne les voit plus. La couleur est invisible. Derrière la Vierge, il y a aussi toute la construction d'un paysage, une perspective qui est complètement perdue. Donc là, je crois aussi que c'est pour ça d'ailleurs qu'on y travaille beaucoup. On souhaite lancer la restauration bien sûr de la Vierge Rocher. La Joconde, par la force des choses, arrivera un jour. J'ai le souvenir d'avoir fait visiter, d'avoir montré la Joconde à Michel Laclotte, l'un des grands présidents directeurs du Musée du Louvre, qui avait un souvenir très précis de la Joconde dans les années 50, quand il l'avait découverte les premiers temps de ses moments de vie au Musée du Louvre. Et il a dû la voir en 2013 ou 2014, la Joconde, pour la dernière fois, quand il est venu à la sortie de la Joconde, où on sort le tableau pour son examen annuel, donc il l'a vu de près, il avait entre ses mains. Et il m'a dit, mais la Joconde a extrêmement changé. Elle est beaucoup plus jaune, beaucoup plus sombre que la Joconde des années 50, ce qui, à vrai dire, n'est pas étonnant. Hein. C'est un phénomène naturel. Les vernis s'oxydent de plus en plus. Aujourd'hui, on ne voit pratiquement plus les jambes de la Joconde. Son vêtement est de plus en plus obscur. Elle paraît beaucoup plus homasse parce que justement, le grand voile de soie transparent est devenu opaque, et donc on ne voit plus la taille très fine de la Joconde. C'est une jeune femme de 23 ans qui a une taille très fine. Aujourd'hui, elle paraît beaucoup plus imposante sur son fauteuil. Le fauteuil, d'ailleurs, a pratiquement disparu. Mais le paysage lui-même a disparu. Et c'est d'ailleurs à cause de ce problème-là qu'il y a eu de grandes erreurs de lecture, d'ailleurs de très grands historiens de l'art, qui ont imaginé que le paysage de la Joconde était volontairement déconstruit par Léonard, qu'il n'avait pas de cohérence, il n'y a pas la même ligne d'horizon à droite et à gauche. En fait, on a cette impression parce que le vernis est tellement important à gauche que le plan d'eau qui est très marqué à droite, il se poursuit à gauche, mais il est tellement caché par les vernis qu'on a l'impression qu'il n'existe pas. Et c'est ce qui explique d'ailleurs de grandes erreurs de lecture d'un certain nombre d'historiens. Donc on sait que cette Joconde évolue et qu'il faudra un jour intervenir, faute de quoi ça sera un tableau de Soulages probablement dans quelques années. Merci. Vous avez déjà estimé le temps que ça va pouvoir prendre la restauration de la Vierge Rocher? Alors, on peut imaginer 2 ans. Pour la Sainte-Anne, on avait mis 2 ans pour pouvoir travailler de façon, je dirais, avec calme, avec aussi l'avis d'une commission internationale. Il faut au moins 2 ans pour faire un tableau de cette dimension. C'est cohérent donc avec l'autre restauration. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien, peut-être je vous remercie donc d'avoir assisté à cette conférence. On vous attend pour celle qui va suivre à la fin du mois sur les années 30. Et merci d'avoir été là. Et merci surtout à Vincent Dillevain d'avoir accepté notre invitation. C'est vraiment extraordinaire pour les étudiants et pour vous tous, pour nous tous.